suis juge au tribunal de première instance de Namur et je traite de tout type de dossiers qui rentrent dans la compétence ordinaire de la section civile de ce tribunal. Le tribunal de première instance se compose de plusieurs sections, la section familiale, la section civile. Au sein de la section civile, le tribunal est lui-même composé de plusieurs chambres, parmi lesquelles les chambres ordinaires qui connaissent de tout type de contentieux, le juge des saisies, le juge des référés, également une ou plusieurs chambres qui connaissent de l'appel contre les décisions rendues par les juges de paix ou les tribunaux de police de l'arrondissement. La compétence du tribunal de première instance est extrêmement large puisque le tribunal connaît de tous les contentieux qui ne sont pas spécifiquement attribués par la loi à d'autres juridictions telles que le juge de paix, le tribunal du commerce ou le tribunal du travail. En outre, le tribunal de première instance peut également connaître de certaines demandes qui, normalement, relèvent de la compétence d'autres juridictions si le défendeur ne conteste pas, avant tout autre moyen de défense, la compétence du tribunal. Il existe néanmoins à ce principe une exception. Le tribunal de première instance ne peut pas connaître de certaines matières qui sont spécifiquement attribuées à d'autres juridictions, c'est ce qu'on appelle les compétences exclusives. Par exemple, en matière de faillite, le tribunal de commerce est exclusivement compétent. De même, en ce qui concerne les demandes en réparation de dommages subis suite à un accident de la circulation, eh bien, le tribunal de police est seul compétent pour en connaître. La compétence ordinaire du tribunal m'amène à connaître de litiges extrêmement variés, tels que des contentieux en matière contractuelle, droit de l'immobilier, problèmes de construction, des litiges également en matière de responsabilité, par exemple des accidents de la vie privée, des incendies, la problématique de la responsabilité du fait des animaux. Je suis juge au tribunal de première instance de Namur et je m'occupe principalement des affaires de la famille et de la jeunesse. Le tribunal de la famille et de la jeunesse a été créé en septembre 2014, donc c'est vraiment très récent. L'objectif est de centraliser tout ce qui concerne, tout ce qui touche de près ou de loin la famille. Alors, il y a deux grands volets au tribunal de la famille et de la jeunesse. Le volet jeunesse qui est le volet protectionnel, d'une part, et d'autre part, le volet famille qui est du civil. Alors, au niveau du volet famille, nous avons trois grands domaines de compétences. Le premier domaine concerne tout ce qui touche au couple, donc le mariage, les divorces, les séparations, la cohabitation légale. Vous avez le deuxième domaine de compétences qui concerne les enfants, tout ce qui a trait à l'autorité parentale, donc hébergement des enfants, droit aux relations personnelles, choix d'un établissement scolaire, et également tout ce qui concerne les obligations alimentaires, outre tout ce qui concerne également la filiation. Et enfin, troisième domaine de compétences, plus technique, il s'agit des successions et des donations. Je suis juge au tribunal de première instance de Namur. Je m'occupe des dossiers en matière fiscale. Le code judiciaire prévoit que le juge fiscal est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'application d'une loi d'impôt. Il y a deux particularités au contentieux fiscal. La première particularité est celle-ci. Dans les litiges dont le juge fiscal est saisi, les parties sont d'une part un redevable ou un contribuable et d'autre part un pouvoir public. La seconde particularité du contentieux fiscal est la suivante. Un contribuable ou un redevable qui s'est vu délivrer un titre exécutoire à qui on réclame le paiement d'un impôt conteste cet impôt, la légalité de cet impôt devant le tribunal. Les impôts peuvent être établis en Belgique à différents niveaux de pouvoir et donc le tribunal va connaître des contestations relatives à ces différents types d'impôts. Les impôts peuvent être établis par l'État belge, peuvent être établis par les régions, dans les faits, et par les communes et les provinces. Pour ce qui concerne les impôts établis par l'État belge, il y a les contributions directes, essentiellement à la TVA. En matière de contributions directes, on imagine la situation d'un contribuable qui a versé des parts contributives pour l'entretien de ses enfants, qui les reprend dans sa déclaration fiscale, qui veut les déduire, et l'administration fiscale refuse cette déduction. Le contribuable conteste cette position de l'administration devant le tribunal. En matière de TVA,
On peut imaginer la situation d'une société qui a déduit la TVA afférente à certaines factures, TVA dont l'administration fiscale va refuser la déduction au motif que les factures seraient fictives. Devant le tribunal, la société va défendre la réalité des prestations reprises sur ces factures. La région dispose de compétences en matière fiscale, en matière de droit d'enregistrement, en matière de droit de succession, en matière de taxes de circulation, de taxes de mise en circulation. Le contentieux relatif à la légalité de ces impôts relève également de la compétence du juge fiscal. La région établit par ailleurs des taxes diverses, du type des taxes sur les sites d'activités économiques désaffectés, des taxes sur les déchets ou encore des taxes relatives à la détention d'une télévision. Les communes et les provinces sont également compétentes pour établir des impôts. Le juge fiscal est compétent pour connaître des contestations relatives aux taxes communales et aux taxes provinciales. On peut citer à titre d'exemple les taxes sur les pylônes GSM, les taxes sur les immeubles inoccupés, les taxes sur les secondes résidences et les taxes sur les toutes boîtes. Je suis juge au tribunal de première instance de Namur, division Namur, et je m'occupe plus spécifiquement du droit des saisies, donc le droit de l'exécution. Le juge des saisies est un juge du tribunal de première instance qui s'occupe de l'exécution. Le code judiciaire dit qu'il s'occupe des voies d'exécution et de mesures conservatoires. L'exécution, c'est quoi? C'est lorsqu'un créancier est face à un débiteur récalcitrant qui a une dette envers lui et qu'il ne la règle pas. À partir de ce moment-là, le créancier peut agir sur le patrimoine de son débiteur, l'entièreté de ce patrimoine qui est composé des meubles, des immeubles et des revenus. Alors un créancier est titulaire d'une créance en vertu soit d'un acte authentique, c'est-à-dire d'un acte qui a été signé devant un notaire et qui lui permet à lui seul de pouvoir entamer des procédures pour récupérer son argent, ou alors il doit introduire une action devant le tribunal civil qui lui permettra d'obtenir un titre, et ce titre permettra de circonscrire l'étendue de sa créance, donc le montant de la dette que le débiteur doit pouvoir lui rembourser, et s'il ne le fait pas, c'est ce jugement-là qui sera à la base de la procédure de saisie. Alors le créancier, donc, il détient un jugement que le juge des saisies ne peut pas modifier, c'est-à-dire que c'est le titre exécutoire qui détermine l'étendue de sa créance, et si le juge civil s'est trompé, le juge des saisies ne peut pas rectifier. Il doit uniquement autoriser l'exécution par rapport à ce titre et par rapport à ce qu'il contient. Donc il s'agit là des voies d'exécution forcées, mais le créancier a également des mesures conservatoires à sa disposition pour pouvoir protéger le patrimoine de son débiteur. Alors la différence avec les voies d'exécution, c'est que pour pouvoir solliciter des mesures conservatoires, le créancier ne doit pas être en possession d'un jugement. Il peut le faire avant d'obtenir ce jugement, au moment d'introduire la procédure devant le juge civil ou parallèlement, avant ou après, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais en tout cas, c'est quand il estime qu'il y a un risque de ne pas pouvoir récupérer sa créance au moment où il obtiendra un titre de la part du tribunal. Alors les mesures conservatoires, de la même façon que les mesures d'exécution, elles peuvent être faites sur l'ensemble du patrimoine du débiteur, ses meubles, ses immeubles, ses revenus. À partir de ce moment-là, les biens restent en possession du débiteur, mais il ne peut plus s'en défaire. Donc, ils sont gelés quelque part dans son patrimoine, le temps que la procédure civile se poursuive, le temps que le créancier obtienne ou non un titre exécutoire à l'issue de cette procédure. Alors, pour pouvoir obtenir des mesures conservatoires, le créancier doit démontrer non seulement qu'il a des chances d'obtenir un titre du juge du fond, ça c'est évidemment quelque chose d'important, mais également qu'il a un risque de ne pas récupérer sa créance à l'issue de la procédure. Le fait simplement de vouloir protéger le patrimoine de son débiteur n'est pas suffisant pour que le juge des saisies l'autorise à pouvoir saisir de manière conservatoire. Il doit vraiment démontrer qu'il y a une forme d'urgence. Le code judiciaire il parle de célérité, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il craigne que son débiteur soit insolvable ou qu'il le soit dans le futur, ou même qu'il organise son insolvabilité pour ne pas payer sa dette. Et dans ce cas, si toutes ces conditions sont réunies, alors le juge des saisies autorisera la saisie conservatoire du bien que le créancier lui a demandé. J'ajouterai que la saisie a une vocation collective, c'est-à-dire qu'elle intéresse l'ensemble des créanciers du débiteur et pas uniquement le créancier qui décide de procéder à la saisie. Donc à l'issue de la saisie, quand les biens seront réalisés, eh bien, les sommes qui seront obtenues devront être distribuées à l'ensemble des créanciers et pas uniquement à celui qui a diligenté la procédure.
Le dernier point que je souhaite souligner, c'est que le débiteur a tout au long de la procédure de saisie un droit de recours devant le juge des saisies. Et le juge des saisies va à ce moment-là pouvoir contrôler la régularité de la saisie, pouvoir contrôler si effectivement le créancier, de manière justifiée, a pu procéder à la réalisation des biens de son débiteur.